bien, merci de nous rejoindre pour cette dernière table ronde sur thématique investing. Quelles seront les thématiques de croissance de demain? Est-ce qu'elles bénéficieront de la relance locale, européenne, mondiale? Et la place du digital dans nos économies et notre secteur sont les thèmes que l'on va aborder ensemble avec nos invités, que je remercie. Anne-Laure Frischlander, vous êtes directrice générale France, Belgique, Luxembourg, Israël pour BNY Mellon Investment Management. Bonjour Anne-Laure. Ensuite, Hubert Rodari. Hubert, vous êtes président de la F2I. Sébastien Raspiller, vous êtes chef du service de financement de l'économie à la Direction générale du Trésor. Bonjour Sébastien. Arnaud Perrier, associé fondateur d'Inkipit Finance. Et Paul Lecoublet, directeur général de Generali Luxembourg. Bonjour Paul. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette table ronde qui s'annonce passionnante. Effectivement, je fais une petite synthèse sur ce qu'on vient de voir dans les deux précédentes tables rondes. Pour vous faire un résumé, on a évoqué lors de la première table ronde la problématique des taux d'intérêt qui étaient très bas, de l'inflation qui remontait. Donc les investisseurs, les épargnants n'ont pas d'autre choix que de devenir investisseurs. Il va falloir planifier, s'organiser et flécher. Et un des intervenants, je crois que c'est Jean-Pierre Petit, qui disait de toute façon, les banques centrales n'ont pas le choix de garder des taux très très bas, puisqu'on a devant nous des besoins de financement énormes. Et donc, on parlait du vieillissement de la population, du climat, de la relocalisation, de l'onshoring, etc., etc. Donc plein d'opportunités, besoin de financement, donc opportunités. Et dans la deuxième table ronde, on a évoqué le climat, donc on a fait un focus sur le climat et l'impact investing, qui est, j'allais dire, un petit peu une sorte de priorité pour beaucoup d'investisseurs. Il faut déjà faire en sorte que la Terre soit vivable et acceptable avant de pouvoir se soucier d'autres éléments. Et donc on a regardé comment flécher ces investissements vers les opportunités durables, profitables et notamment l'impact investing. On va parler des thématiques, ouvrir un petit peu les chakras sur d'autres thématiques, puisqu'il n'y a pas que le climat. Avec vous d'abord Anne-Laure Frischlander, BNY Mellon, comment on va déjà peut-être en introduction, je vais vous montrer quelques chiffres, j'avais préparé justement ces grandes transitions à venir pour des investisseurs, on a parlé du climatique, du numérique, des relocalisations ou du vieillissement. Je vous montre un graphique, c'est la collecte depuis le début de l'année des fonds actions. Et vous voyez qu'autant les fonds actions dites Europe au sens large ont plutôt eu tendance à décollecter cette année. US, Asie émergente, c'est guère mieux. Mais les deux grands thèmes qui ont emporté les suffrages cette année, c'est Global Equity et Thematic Equity. Donc statistique, Cantalis s'arrêtait à fin novembre. Au niveau européen, fonds et ETF. Et donc on voit qu'il y a un vrai engouement pour une approche internationale et aussi une approche thématique. Les chiffres sont clairs. Un petit point aussi pour parler du digital, mais ça fera l'objet d'une présentation tout à l'heure. J'ai un graphique sur le paiement mobile ou sur la signature électronique. Les précédentes présentations, quand on faisait des présentations PowerPoint sur l'adoption de la signature électronique, on voyait que les projections, c'était plus 20% par an. Et le Covid, en 15 jours, c'est passé ce qu'on attendait j'allais dire en 15 ans, pour faire un jeu de mots, mais ont accéléré le mouvement. Et il y a un effet cliquet, il n'y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire que toute l'industrie a adopté la signature électronique, toute l'économie même, parce que quand on veut acheter un appartement aujourd'hui, on fait beaucoup de signatures électroniques. Et tout le paiement mobile aussi, on paye tous avec son téléphone aujourd'hui, c'est devenu un standard, alors qu'avant c'était encore relativement marginal. Donc voilà un peu en tout cas la demande sur des fonds thématiques est très très forte. C'est pratiquement 1 € sur 2. Pourquoi, Anne-Laure, c'est aussi successful? Pourquoi ça remporte autant un tel succès auprès des investisseurs et des conseillers financiers? Oui, ces chiffres témoignent d'une volonté finalement des investisseurs de donner sens à leur épargne. On a, avec ces chiffres de forte collecte sur le thématique equity, cette réalisation d'aller chercher finalement, capter des tendances en dehors finalement des indices traditionnels.
Et nous, si vous voulez, c'est vrai, chez BNY Mellon, je rappelle, c'est un asset manager global qui fait partie du top 10 mondial. Et on a une de nos sociétés qui s'appelle Newton, qui est spécialiste de la gestion thématique, qui depuis, dans leur ADN, ont identifié, si vous voulez, pour capter finalement des tendances d'investissement, la recherche de thèmes. De méga-trends, en fait. Alors, pas forcément les méga-trends, mais ça peut être des thèmes bien plus précis. L'idée est vraiment de sortir finalement du bruit de marché. Du court-termisme. Du court-termisme, et d'aller se dire, bon, quelles vont être les grandes tendances qui vont être génération finalement de transformation, vraiment cette information et cette donnée de disruption dans un thème, et qui va être source d'opportunités d'investissement. Donc, auparavant, là encore quelques années, on parlait beaucoup d'investissement sectoriel. Là, un thème par rapport à si on veut faire la différence entre un thème par rapport à un secteur, un thème peut être sur plusieurs secteurs. C'est transverse. C'est transverse, c'est vraiment une tendance de fond qui va créer une disruption et du coup et au niveau mondial, c'est pas une thématique propre au marché français ou au marché européen, c'est forcément une mutation macroéconomique mondiale. Elle peut être mondiale, elle peut être aussi locale. On peut prendre, par exemple, l'émergence de la Chine peut être un thème et voir quel peut être l'impact de la poussée des émergences sur l'ensemble du spectre de l'investissement au niveau global. Ça donne du sens aussi ? C'est important pour l'investisseur ? En tout cas, aujourd'hui, dans les thèmes qui sont vraiment définis, oui. Alors, la 3 thèmes, je trouve, qui sont importants de regarder, plus particulièrement, beaucoup de thèmes sont importants de regarder, mais là, tout d'abord, celui qui est lié à la démographie. La démographie, on explique tout, c'est majeur. C'est majeur, la population vieillit. Quelles sont les conséquences ? La démographie a énormément de conséquences, que ce soit sur un plan de fonds de pension, l'accès à la santé, mais même sur les villes urbaines. Quel va être l'impact ? Ça peut avoir énormément de sous-thèmes qui vont être attachés au thème du vieillissement de la population. L'autre thème, qui est un thème, bien sûr, qui là parle à de plus en plus de personnes, notamment les millénials, c'est tout ce qui est sur l'environnement et le climat. Avec une dimension réglementaire, puisqu'aujourd'hui, par rapport à ce thème-là, on a de plus en plus de réglementation, que ce soit de la part des investisseurs institutionnels avec certaines contraintes d'investissement. La COP26 récemment, également, qui confirme, si vous voulez, cette réglementation qui est en train de se mettre en place. Et puis ce sens où là, plus retail, de vouloir créer quelque chose de bien. Donc là, c'est une thématique qui est très 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 importante et qui est centrale dans l'investissement thématique. Et puis l'autre, la troisième, c'est tout ce qui est ère digital. Donc la technologie, le digital. La technologie, l'intelligence artificielle, la digitalisation de nos économies. On sort finalement d'une ère post-industrielle vers quelque chose d'assez nouveau. Donc on est dans une évolution qui s'accélère fortement. Certains parlent de 4e révolution industrielle, ou disruption, intelligence artificielle, robots, cloud. La métaverse, voilà. C'est vraiment, on est en plein dans un changement de paradigme quelque part entre l'ère post-industrielle que l'on a connue vers quelque chose qui est en train de s'accélérer très fortement. Et c'est vrai que la crise Covid a fortement... accéléré, ou en tout cas exacerbé ça. Exactement.
Hubert, on poursuit et on viendra justement sur des exemples et notamment la partie blockchain et la technologie. On poursuit, Hubert, sur la partie qu'est-ce que la gestion thématique? De quoi parle-t-on? Est-ce qu'à la F2I, en tant qu'investisseur institutionnel, on fait la distinction entre un potentiel de marché, enfin de potentiel macroéconomique et une rentabilité financière, puisque là on parle d'investissement financier. Oui, tout à fait. Je crois qu'il ne faut pas, confondre les deux étapes, c'est-à-dire identifier un volume d'activité, un certain développement, avec la rentabilité de l'investissement des activités. Il y a deux exemples qu'on cite classiquement dans les thématiques qui ne sont pas nécessairement gagnantes. C'est par exemple le transport aérien. Quand on regarde le développement en millions de kilomètres parcourus par passager, c'est hallucinant. Mais alors, citez-moi des compagnies aériennes qui se sont établies pendant longtemps et qui ont acquis un monopole rentable. Ça, tous les 10 ans, 15 ans, il y a eu une crise et c'est l'hôpital public qui vient au secours, si j'ose dire, des entreprises défaillantes. Quelques sociétés low cost qui avaient voilà. bien Après, bien vous avez le deuxième exemple où ça n'est pas évident de jouer une thématique, c'est le chercheur d'or. Et les chercheurs d'or, on sait que beaucoup de chercheurs d'or n'ont jamais fait fortune. En revanche, les vendeurs de battes et de pelles, eux, parfois on fait fortune. Donc, en tout cas, il y a une question de timing, c'est-à-dire qu'on détecte dans les années 2000 le développement d'Internet, mais il y a la dot-com, donc il y a la bulle qui voilà. Fait que c'était peut-être pas le bon timing, mais la perception macroéconomique était la bonne. Exactement. Ça, ce n'est pas nécessairement le bon moyen. Alors, les institutionnels, ce sont des animaux à sang-froid, à développement long, donc effectivement ils sont assez sensibles à la présentation de fonds thématiques, Madame en témoigne, mais après dans les décisions d'allocation et dans les décisions d'investissement, on passe par une étape un peu plus, comment dire, analytique. Le marketing a peu de prise sur l'investissement institutionnel. Bien sûr, sinon ça serait désespérant. Ça serait triste. Peut-être justement dire que c'est au cœur peut-être aussi des investisseurs institutionnels, c'est-à-dire que la santé, une mutuelle de santé qui ne tiendrait pas compte du vieillissement de la population, ou une mutuelle d'assurance qui couvrirait les hôpitaux, qui ne tiendrait pas compte justement de ces évolutions, ne ferait pas son travail. Donc il y a quand même une veille macroéconomique ou sectorielle, ou en tout cas thématique, qui est un peu dans son ADN, forcément. Alors, il ne faut pas trop utiliser le terme d'ADN, puisqu'il y a quand même deux sujets. Il y a le sujet du métier, du modèle économique d'activité qui peut effectivement être impliqué dans des thématiques sociales qui sont plus ou moins mises en valeur par les débats publics. Et puis de l'autre côté, il y a la gestion elle-même. Donc il y a l'actif et il y a le passif. Voilà. Très brutalement, mais de toute façon, je dirais la décision d'investissement pour placer des fonds permanents, là, se tient compte, je dirais, comme n'importe quel acteur dans n'importe quelle situation. Souvent, comme dans un précédent débat, dans des institutions très centrées sur un secteur économique, ils ont une perception d'un certain nombre de changements que n'ont pas des institutions qui gèrent de façon beaucoup plus globale. Donc ça, c'est intéressant parce qu'ils sont quelquefois au cœur d'évolutions qu'ils vont percevoir un petit peu mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des changements radicaux ou des modalités particulières de prise de décision qui vont se produire. Et il faut regarder aussi les éléments un peu exogènes, en tout cas d'autres indicateurs qui peuvent accélérer ou ralentir une évolution macroéconomique. En préparant la table ronde, on parlait du pétrole, des taux d'intérêt, de l'inflation. Enfin, il peut y avoir un peu des chocs, comme on a connu dans les années 70 sur des chocs pétroliers, qui peuvent venir soit remettre en cause une thématique, soit au contraire accélérer, si c'est un choc pétrolier, de se tourner vers d'autres énergies. Effectivement, les politiques qui donnent beaucoup de place aux thématiques ont pour principaux inconvénients de supposer que le paysage macroéconomique est toute chose égale par ailleurs. C'est-à-dire on va par exemple regarder l'effet du vieillissement dans une population globalement riche. Mais le problème, c'est que l'institutionnel, lui, il va vivre dans le long terme un investissement et peut-être que ce vieillissement va être vécu dans un système économique appauvri.
et les conséquences en termes de développement d'activité ne sont pas les mêmes. Alors, vous voyez, c'est le sujet qui est important. Alors, à bien comprendre. Donc, ce que tu disais tout de suite, c'est que la réflexion des institutionnels, nécessairement, doit porter principalement, justement, sur les réflexions sur les grandes tendances de type macroéconomique. Alors, je vais revenir à Anne-Laure, justement, et après, je passerai la parole à Sébastien Respillère sur l'importance de cette approche mondiale, puisqu'on voit qu'il y a des chocs pétroliers, des chocs de taux, d'inflation, etc. D'où l'importance d'avoir une structure mondiale, c'est-à-dire une approche thématique est nécessairement mondiale, et d'où la conception, enfin la possibilité de l'appréhender dans un groupe comme BNY Mellon. Oui, et je voudrais, il y a une chose qui est très importante qui a été relevée par Hubert, c'est en fait le thème d'investissement ne se suffit pas à lui seul. La gestion, l'idée c'est vraiment d'aller, grâce à ce thème, rechercher la croissance qui va en découler, mais il y a un vrai travail d'analyse financière derrière pour justement rechercher quels vont être ceux qui vont bénéficier du thème et de refaire une analyse financière la plus profonde possible et d'éliminer effectivement ceux qui, malgré tout, en bénéficiant du thème, ne seront pas forcément financièrement viables. Donc voilà, il ne suffit pas simplement d'identifier le thème et c'est tout. Donc il y a une accélération, un suivi qui est fait au sein de BNY sur ça s'accélère ou ça ralentit. Voilà, l'idée, c'est quel va être le catalyseur d'une tendance. Entreprise par entreprise. Voilà, qui va être source de croissance et ensuite, effectivement, donc ça demande des ressources. Revient à l'analyse financière, à la connaissance de l'entreprise, à la recherche de rendement. Est-ce que c'est compatible au niveau de l'analyse de risque? Complètement. Et d'où l'importance finalement de bien connaître. Et on travaille beaucoup avec les académiques, avec les universités, les chercheurs pour exactement. Intégrer ces dimensions-là. Oui, tout à fait. On travaille beaucoup avec, récemment d'ailleurs, on a dans un de nos produits sur la santé, sur l'ARN messager, on a travaillé justement avec des chercheurs médicaux du monde médical pour comprendre justement. Alors Sébastien, on va évoquer justement la partie plus publique. On voit qu'il y a effectivement des ruptures, des tendances qui se dessinent, suivies par les financiers, les sociétés de gestion, suivies par des investisseurs institutionnels. On parlera tout à l'heure des particuliers et des familles, et suivies aussi par l'État. Il y a un plan, il y a des spécialistes aussi au sommet de l'État qui suivent ces évolutions, parce que quelque part ça a des conséquences aussi pour l'État. Et voir aussi le côté finances publiques. Je m'imagine que pour financer un EPR ou enfin des sommes énormes, on peut avoir le soutien de l'État. Il y a une question d'assurabilité de financement, mais aussi beaucoup, de plus en plus peut-être par la finance privée. Oui, non, sur les thématiques de croissance demain, on n'est pas gestionnaire, donc on n'a pas à faire du choose, du picking. En revanche, ça nous concerne beaucoup parce que s'il y a de la croissance demain, c'est plus favorable pour l'environnement politique, social. Donc ça intéresse évidemment, mais de ce côté-là. Après, c'est les conditions de la croissance, je ne vais pas détailler, mais on compte beaucoup sur les entrepreneurs. Et donc on a donné, on s'est efforcé, et je crois que c'était assez transpartisan, des conditions d'émergence d'entrepreneurs qui créent de la richesse. Et donc la croissance de demain dont on peut bénéficier après les investisseurs. Si je prends l'exemple par exemple de la tech, dans les préparations c'était est-ce qu'on a raté le virage de la tech en France et en Europe? Il est évident qu'on aurait pu faire mieux, en tout cas ça s'est fait mieux ailleurs. Et deuxièmement, il est clair que de toute façon il faut qu'on s'y mette bien. Et là pour le coup, on a donc par exemple lancé l'initiative dite Tibi. De quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas d'une intervention publique pour financer des acteurs, il s'agit de mobiliser des acteurs privés pour financer la tech sur la base d'un constat basique qui n'était pas une demande quelque part, c'était simplement regarder la place qu'a prise la tech dans les indices type MSCI, donc dans la création de valeur, regarder votre portefeuille, là je fais des moyennes, regardez la sous-exposition que vous avez. Et donc, c'est pas idiot de vous intéresser à ça
Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est pas idiot de générer un écosystème qui est compétent pour détecter cette valeur. Et ne pas uniquement dépendre de gens très très lointains qui, évidemment, il y a une dimension, je préfère voir plus près de chez moi, c'est plus simple. Donc, c'est tout un écosystème qu'il faut créer. Les entrepreneurs, je pense qu'ils sont là. L'argent, l'épargne, enfin, je veux dire, elle est là. Les professionnels, ils sont très compétents. Mais quand on est sur des tendances, des méga trends, voilà, il faut aussi développer les expertises, développer tout cet écosystème. Donc c'est ça un des aspects pour nous qui était important avec cette initiative. C'était pas de se substituer à l'argent privé quand l'argent privé. C'est de lancer un momentum, lancer un cercle vertueux. Exactement. Après, si je prends l'exemple du nucléaire, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une foultitude d'acteurs privés venant pour financer sur 70 à 80 ans des nouveaux réacteurs nucléaires. Donc, puis il y a une question de souveraineté, il y a une question de tout ce qui est énergie, etc. Donc c'est voilà. Mais en revanche, on voit bien qu'on est sur un État qui est nécessairement sur le long terme et que les choix, si on prend l'énergie, de politique énergétique, ont des conséquences sur des décennies après. Et là, ça a été évoqué, il y a un cadre réglementaire qui se développe. Ça ne sera pas pour le nucléaire, mais en revanche, le financement de l'énergie, la capacité d'avoir des marchés, par exemple, qui fonctionnent sur l'énergie. On peut se poser la question sur les marchés du gaz européen aujourd'hui, vu la volatilité et les cours. On voit que ça a une importance forte et que soit ça fonctionne et ça aide, soit si c'est mal fait, ça peut poser des problèmes. Mais les mégatrends, il est du devoir de l'État, indépendamment des échéances électorales qui sont régulières et fréquentes. Public-privé. Enfin, il y a une aide, en plus avec un endettement de l'État qui est élevé. Donc c'est bien que le privé prenne le relais d'un État qui n'a peut-être plus des moyens. Non, mais on est très pour la mobilisation de l'argent privé. Dans les priorités énoncées par le ministre pour la présidence française de l'Union européenne, c'est bien la mobilisation de davantage de capitaux privés, de développement des marchés de capitaux européens, parce que pour financer toutes ces transitions, il va évidemment falloir mobiliser de l'argent privé. Le cercle vertueux que tu évoquais, c'est que si en plus ça vient à la fin des fins de l'épargne d'Européens, quelque part, ils en recevront les fruits de cette croissance plus tard. Donc, c'est là où c'est vertueux. Pour nous, c'est évidemment un intérêt. Un, générer la croissance de demain. Deux, satisfaire les épargnants. Enfin, tout ça, du point de vue politique, et tout bénéfice, il faut que ça fonctionne. D'accord. Et on arrive quand même sur la tech à lancer des OVH cloud ou enfin voilà. Donc il y a des champions européens batterie, hydrogène. C'est nécessairement un maillage européen aujourd'hui vu les enjeux. Alors, deux aspects, ce que tu as évoqué. C'est clair qu'en France, on s'attend quand même à la mise en cotation d'un certain nombre de champions de la French Tech et de licornes. Et on voit bien que la French Tech, c'est une initiative, encore une fois, plutôt transpartisane et qui a pris une décennie. Il ne faut pas rater la sortie, j'ai envie de dire. C'est à ça qu'on mesure le succès. Donc, oui, il y aura besoin de mobilisation de capitaux privés sur la bourse pour réussir ces sorties en bourse. Et il y a un pipe qui est sans doute assez conséquent, en tout cas par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années. Après, les autres thématiques, style hydrogène, batterie, on voit qu'il y a des montants d'investissement qui sont absolument colossaux. Quand on parle des champions, on a juste peu d'acteurs ou moins d'acteurs qu'ailleurs, ayant des capacités d'investissement qui se chiffrent avec 2 chiffres et des milliards d'euros derrière par année. Mais vous prenez l'exemple de Volkswagen sur les batteries, qui s'y met, voilà, c'est 73 milliards si ma mémoire est bonne. C'est des montants où, il y a quelques années, on n'en aurait jamais imaginé. Prenez le cloud, vous voyez aussi les montants d'investissement faramineux que font les Google et Amazon. Si on considère que c'est souverain, qu'on a une nécessité d'avoir une industrie, par exemple, des batteries en Europe, si on pense que l'hydrogène, c'est quand même très important pour réussir la transition climatique et qu'il faut s'en donner les moyens, on voit qu'il y a une mise de départ qui se chiffre en milliards d'euros pour lequel il n'y a pas vraiment d'acteurs privés en Europe capables de mettre. Et donc, c'est là où il faut une intervention publique pour prendre, quelque part, ces gros montants et cette prise de risque. Ensuite,
Ça ne veut pas dire que ça doit toujours être l'État. Bien sûr. Il y a un ruissellement. Mais non, mais si en gros l'État finance, tire pas les bénéfices, c'est pour le privé qui prendra le relais. Alors le rôle des privés, on a vu l'importance d'un écosystème, les sociétés de gestion, les chercheurs, les académiques, les institutionnels, l'État, et on verra tout à l'heure les réseaux et les financiers, les assureurs et les banquiers. Mais toi Arnaud, donc je rappelle que tu es fondateur de Dinkipit, tu travailles pour des familles. Est-ce que c'est des sujets qui leur parlent? Est-ce qu'elles le font déjà depuis longtemps? Est-ce qu'il y a une durée de détention qui est adéquate avec ce type d'horizon de placement? Parce qu'on a parlé de tendance de long terme. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, je pense que les investisseurs privés, appelons-les comme ça, les familles, les clients de type gestion privée ou de gestion de fortune sont au cœur en fait de ce système. Je rappellerai que beaucoup de ces investisseurs privés, nouveaux investisseurs, sont en fait des anciens entrepreneurs. Et d'ailleurs, pour une bonne partie d'entre eux, ils sont d'ailleurs toujours entrepreneurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont réinvestisseurs. Pour revenir sur un point qui est important, qui est effectivement la durée de détention de ces investisseurs, quand on regarde les différentes études sur la structure du patrimoine des family office, des investisseurs privés, on constate que les actifs de type risqué, actions, cotés et non cotés, sont en fait majoritaires et sont probablement représentent une part plus importante de leur patrimoine que ce qu'on constate chez beaucoup d'investisseurs institutionnels. Je donnerai quelques chiffres, il y a beaucoup d'études qui circulent, c'est pas facile d'avoir des chiffres très précis sur ces sujets-là, mais pour prendre la dernière étude qui avait été réalisée par l'AFO, qui est l'Association française des family office, c'était sur des statistiques de 2019, un petit peu avant cette crise qui a probablement pas changé, voire même peut-être accéléré ces tendances. On constate que la classe d'actifs la plus présente au sein des family office, c'est en fait le private equity. C'est plus de 20% du patrimoine des investisseurs privés. Pour 2/3 de ces 20%, c'est fait directement dans des sociétés en direct. Et donc pour le tiers restant, c'est fait via des fonds. La deuxième classe d'actifs, c'est l'immobilier d'investissement. Et c'est à peu près 18% du patrimoine. Et la troisième classe d'actifs, c'est les actions cotées, qui représentent 17%. Donc si on additionne tout ça, on est déjà à 55-56% qui sont investis en actions, cotées, non cotées, et en immobilier d'investissement. Et encore une fois, majoritairement en private equity, en actions non cotées. Donc la nature de ces investissements, c'est effectivement un investissement à long terme. Et donc pour revenir sur le sujet qui est l'investissement thématique, oui, effectivement, les familles, les investisseurs privés sont habitués, encore une fois, ont des horizons d'investissement au long terme, donc cohérents avec l'investissement thématique, et deux, effectivement, depuis plusieurs années, sont à la recherche, via des structures comme les nôtres, de gérants qui sont capables d'identifier ces thématiques, d'identifier les thèmes qui sont porteurs sur le long terme, et donc veulent investir avec eux, que ce soit sur des actifs cotés, mais également sur des actifs non cotés. Et ton boulot aussi, c'est d'éviter le thématique washing? C'est vraiment regarder où vont être fléchés les capitaux? Oui, tout à fait. D'autant plus que, on le disait, une partie de ces investisseurs sont des entrepreneurs. Pas tous, mais une bonne partie ont été entrepreneurs, donc ils ont aussi bénéficié de ces thématiques. Alors, ils la comprennent très bien. En tout cas, ils comprennent très bien les thématiques qui leur a permis d'avoir du succès. Et ce qu'on constate souvent, c'est qu'ils veulent d'ailleurs continuer à investir en direct sur les secteurs qu'ils connaissent très bien. Et donc, ils sont évidemment demandeurs de conseils sur les autres types d'investissements. Et là, effectivement, on se rend compte qu'il y a assez vite une confusion qui règne et on essaye effectivement de clarifier tout ça. La confusion, je pense qu'elle est essentiellement liée au fait que on confond souvent la gestion thématique, la gestion... Alors, on a fait la distinction entre la gestion sectorielle, je crois que là on est déjà effectivement passé à autre chose, mais la gestion thématique, la gestion ESG, on va dire, et particulièrement pour ce qui concerne les investisseurs privés, on constate, nous, en tout cas, un intérêt sur la gestion qui tient compte des problématiques environnementales, si on regarde les 3 ES et G, et pour terminer, la gestion à impact. Donc il faut effectivement essayer de clarifier un petit peu tout ça. Donc on a clairement de l'intérêt sur de la gestion thématique, mais de manière évidente, toute la gestion thématique n'est pas forcément ESG, ou n'intègre pas forcément, ou n'a pas une dimension, en tout cas ESG, forcément très marquée.
On peut investir sur des fonds de cloud, de big data, de sécurité. Bon, très bien, c'est souvent des gérants qui aussi intègrent la dimension ESG, mais pas forcément. Et à côté de ça, on a d'autres fonds thématiques qui ont probablement une dominante ESG beaucoup plus forte, les fonds Water, par exemple, et d'autres. Donc on essaie effectivement de clarifier tout ça. Le fait de travailler avec des nouvelles générations aussi, ça change aussi un peu le profil des investisseurs. Tu travailles pas avec un jeune entrepreneur start-up qui a 40 ans ou qui est digital native, d'avec un patrimoine ou quelqu'un qui est peut-être plus senior et qui a peut-être plus envie de protéger son capital. Enfin, comment tu abordes ça avec tes clients? Exactement. Je pense que la différence, elle est essentiellement de deux ordres. Le premier, c'est qu'on a effectivement toute une génération, on le disait, d'entrepreneurs qui ont réussi et qui veulent réinvestir et donc qui sont peut-être plus jeunes que la clientèle classique qu'on retrouve historiquement dans les banques privées spécialisées. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont un horizon d'investissement qui est beaucoup plus long. Et pour certains d'entre eux sont prêts à prendre du risque qui est en ligne avec cet horizon d'investissement, pas tous, parce que certains, on le disait, ont encore beaucoup de risques industriels dans leur portefeuille, c'est-à-dire leur propre société ou les investissements qu'ils ont fait en direct, et au contraire, ils veulent sécuriser leur patrimoine financier, le cash out. Mais on constate quand même un intérêt pour réfléchir à long terme parce qu'ils sont effectivement plus jeunes. Et donc la deuxième chose, c'est qu'ils sont aussi capables de réfléchir de manière transgénérationnelle, c'est-à-dire qu'on a des problématiques de protection des générations en dessous, voire pour ceux qui sont un peu plus âgés, de la troisième génération. Voilà. Et donc, effectivement, on l'a dit, beaucoup de ces gens-là ont réussi sur ces thématiques qui sont plus nouvelles, et donc ils sont familiers, et donc ils veulent réinvestir sur ces thématiques également. Ils ont bien compris que c'était là-dessus que les sociétés, en tout cas les entrepreneurs qui arrivaient à mieux comprendre ces thématiques, allaient avoir du succès. D'accord. Donc un sujet intergénérationnel, première, deuxième, troisième génération, cinquième, sixième génération. Enfin, on a le vieillissement de la population qui fait qu'on a effectivement des nouvelles problématiques, j'allais dire, des nouveaux enjeux. Et tu parlais de sécurisation des capitaux, donc je me tourne vers Paul, sécurisation des capitaux, forcément, tu penses au Luxembourg. Alors, rappelez juste pourquoi diable Arnaud, pour ses clients, de temps en temps, se tourne vers le Luxembourg. Alors en effet, la sécurisation, c'est un des leviers de Luxembourg, c'est une des raisons pour lesquelles le pays est connu. Mais juste avant, peut-être de rebondir sur, en effet, les clients, les souscripteurs de police, d'assurance vie, déjà par essence, ils s'inscrivent sur un long terme, puisque l'assurance vie est une enveloppe fiscale intéressante qui permet deux choses, de gérer son patrimoine et la planification successorale. Si en plus on fait le choix de partir à Luxembourg, c'est-à-dire qu'on se place sur des capitaux relativement élevés, dans notre jargon ce qu'on appelle les high net worth individuals, et sont des gens qui justement vont aller chercher de la sécurité. Donc la sécurité, pourquoi? Parce qu'à Luxembourg on est sur un pays qui est noté AAA, il doit y en avoir 7 ou 8 dans le monde. C'est un pays qui offre une grande stabilité fiscale, gouvernementale, et c'est un pays également qui est très très ouvert justement sur la finance en général et les fonds d'investissement en particulier. Donc les assurances vie luxembourgeoises, elles ont quelques spécificités par rapport aux assurances vie françaises. La première, c'est qu'elles permettent la portabilité, c'est-à-dire qu'elles permettent de suivre le souscripteur de la police lors de ses déplacements dans l'Union européenne grâce à ce qu'on appelle la neutralité fiscale. C'est un élément important parce que lorsqu'on se place sur un souscripteur qui, disons, détient 10 millions d'euros sur une assurance vie, bien, cette personne, en moyenne, va changer de résidence fiscale 3 fois dans sa vie. Donc forcément, c'est un atout très intéressant. Le deuxième, sur la partie de la sécurité au niveau de l'assureur, c'est qu'il y a au Luxembourg ce qu'on appelle le triangle de sécurité, qui est composé en fait du régulateur qui s'appelle le commissariat aux assurances, l'équivalent de la CPR en France, une banque dépositaire et l'assureur. Et donc en fait, les fonds qui sont placés dans le contrat sont ségrégés des fonds de l'assureur, ce qui permet une séparation très nette des actifs. Et autre élément également important, il y a ce qu'on appelle le super privilège, c'est-à-dire que le souscripteur de la police d'assurance est créancier de premier rang. En France, il a le statut de créancier chirographaire et donc il passe après un certain nombre d'organismes publics. Donc effectivement, on voit effectivement
j'allais dire, l'ingénierie financière aussi, peut-être, que permet les contrats d'assurance vie. J'ai envie de jouer des thématiques, mais est-ce que de ton côté au Luxembourg, tu constates toi aussi une montée en puissance de ces thématiques, private equity, mégatrend, impact, infra, etc. Est-ce que c'est une montée en puissance qui ne t'a pas échappé? Alors oui, parce que je pense que ce que vous avez évoqué avant sont des mouvements pas uniquement français, mais complètement européens. Et en effet, au Luxembourg, donc on intervient en libre prestation de services dans les différents pays européens. La France étant le plus gros marché, historiquement. Le marché de l'assurance vie luxembourgeois représente à peu près 1/8 du marché de l'assurance vie en France. Et tout à fait, on constate ça depuis longtemps, et c'est un mouvement qui s'accentue ces dernières années, notamment avec ce qu'on appelle dans l'assurance vie la mort du fonds au roi. Traditionnellement, les assurances vie étaient surtout tournées autour des fonds garantis, des fonds en euros, qui ont vu leur rendement s'éroder, et je pense que tout le monde en a entendu parler, ça a été très bien relayé dans la presse. Et donc, de facto, il faut trouver des alternatives crédibles à ce fonds en euros. Et donc, les supports financiers, les fonds d'investissement qui sont apparus comme des supports intéressants, sont en effet les fonds de private equity, les produits structurés, notamment les fonds ISR d'une manière générale. Et en fait, on s'aperçoit que la collecte s'est quand même bien transformée, parce qu'aujourd'hui, en moyenne, par exemple, dans une société comme Generali Luxembourg, la collecte est orientée à 70% unités de compte et 30% fonds garantis. Et ces unités de compte, en fait, sont placées au sein d'enveloppes qui sont particulières à Luxembourg, qui s'appelle le FID, par exemple, qui est le fonds interne dédié, qui permet d'avoir recours à un gestionnaire spécialisé et qui permet de construire une allocation totalement sur mesure, fonction des besoins du client. Donc la législation luxembourgeoise prévoit l'accès à ce fonds à partir de 125 000 euros. Dans les faits, c'est rarement des clients à moins de 500 000 euros. Mais en effet, ces tendances de fonds, elles ne font que s'accentuer. Pourquoi? Parce que auparavant, le fameux fonds en euros, il permettait d'avoir la sécurité du capital, il permettait d'avoir la liquidité et il permettait d'avoir du rendement. Si on remonte quelques années en arrière, on était encore à 4%. Évidemment, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et donc, lorsque les investisseurs cherchent à investir dans l'économie réelle, on l'a dit tout à l'heure, à donner du sens à leurs investissements, ils vont se tourner vers des enveloppes dédiées, comme les fonds de PE, qui peuvent aussi justement avoir une coloration thématique, comme par exemple, Generali, pour le coup, a lancé un fonds qui s'appelle le Lumina Private Equity World, et qui permet d'investir en private equity dans l'intelligence artificielle, la santé connectée, enfin tout un tas de thématiques qu'on a évoquées auparavant. Donc une thématique rendement pour compenser la baisse des taux ou du fonds en euros, et donc là je vais avoir infra, immobilier, enfin tout ce qui peut servir du rendement, et une thématique plus capital, développement, performance de long terme avec des capitaux genre private equity, actions cotées, où là je prends du risque. Oui, parce que alors là aussi c'est historique, le Luxembourg permet d'investir dans un des univers les plus larges d'Europe en termes d'investissement. C'est encadré par une lettre circulaire du régulateur et qui va beaucoup plus loin que ce que permet de faire la loi Pacte. Donc ça, c'est en effet un atout important. Après, il y a un élément qui me semble central dans la discussion sur lequel on n'a pas forcément beaucoup insisté, c'est la liquidité, parce que tout le monde aujourd'hui a envie d'investir en private equity, c'est décorrélé des marchés, les marchés sont au plus haut, on n'a pas tous 10-15 ans devant nous. Voilà, on n'a pas tous 10-15 ans, et donc on recherche de la liquidité sur des supports qui ne le sont pas. Produits structurés aussi oui. On voit une montée en puissance, Arnaud, des produits structurés dans les allocations? Oui, même si là je rejoins ce qui vient d'être dit aussi sur l'horizon d'investissement d'un produit structuré. Donc il ne faut pas oublier qu'on est potentiellement investi pour, alors ça dépend du produit structuré, mais pour 5, 8 ou 10 ans. Donc si l'événement ne se matérialise pas, il faut que ça soit bien en ligne.
On a décidé de faire un focus sur le digital et la blockchain pour conclure, enfin sur la deuxième partie, parce que ça impacte, c'est une vraie thématique. On parlait du digital, la digitalisation de nos économies et des services publics. On aurait pu parler de la santé, de la digitalisation de la santé, de la justice, de l'éducation et de la finance. Et du coup, justement, ça touche aussi les services financiers. Donc c'est un bon moyen de faire d'une pierre deux coups. Et donc, Anne-Laure, peut-être faire expliquer ce focus sur la blockchain dont on ne soupçonne pas les enjeux et les conséquences sur nos économies. Les opportunités. Et les opportunités, donc. On parle beaucoup de la blockchain, surtout avec derrière le Bitcoin. La blockchain est née avec le Bitcoin. Et c'est vrai qu'avec l'engouement des cryptos, on a beaucoup de personnes qui s'intéressent à la blockchain. Là, l'idée, c'est de prendre un peu de recul par rapport justement à la crypto et de s'intéresser à la technologie blockchain. Alors peut-être d'abord rappeler ce que c'est que la blockchain. Donc c'est né avec le Bitcoin. Ça avait été créé en 2008, il me semble, après la crise financière, avec cette idée de chercher quelque chose qui soit décentralisé du système financier actuel. La blockchain, c'est un registre, c'est-à-dire, imaginez un grand livre comptable ouvert où tous les utilisateurs peuvent inscrire quelque chose. Donc c'est une décentralisation. Qui est décentralisée et qu'on ne peut pas effacer. Donc c'est immuable. Donc l'intérêt, si vous voulez, ce qui va permettre, c'est un gain d'efficacité dans finalement tout ce qui est lié à cet enregistrement, cette sécurité, ce côté infaillible, donc lutte contre la fraude, et ce côté donc décentralisation où finalement on n'a pas un tiers de confiance à qui on va donner la responsabilité. Et donc aujourd'hui, cette utilisation blockchain permet finalement un très très grand vaste segment d'adoption, puisque encore une fois, c'était l'année dernière, le fonds d'économie disait justement qu'il considérait la blockchain comme l'un des piliers de la relance. Et qu'on pouvait avoir justement pratiquement plus de 10% du PIB qui pourrait passer sous l'utilisation de blockchain. Est-ce qu'il y a déjà des exemples d'entreprises qui ont adopté cette technologie? Alors, il y a 3 grands segments d'adoption. Tout d'abord, le système financier, où là, la blockchain permet tout ce qui est transfert d'actifs, transfert de monnaie, mais pas seulement la monnaie, ça peut être de transfert de titres. De fonds. Transfert de fonds. Ça peut être une accélération dans l'utilisation de paiement. Et là, le système financier est totalement en train de se réinventer et de se confronter. Ça va être très disruptif. À nouveau, l'intégration de la blockchain dans le système financier. Nous-mêmes, Grande Banque mondiale, on investit fortement dans cette technologie, justement pour permettre de pouvoir améliorer les transactions de façon beaucoup plus rapide. Si on prend quelques exemples concrets, imaginez par exemple un crédit aujourd'hui, pour émettre un crédit, il vous faut à peu près une quinzaine de jours. Vous allez pouvoir, avec la blockchain, quelques secondes. L'avoir en quelques secondes. Exactement. On imagine l'achat d'un immeuble avec un notaire. Ça, c'est encore autre chose. Les notaires, donc tout ce qui en quelques secondes, dans le système financier, donc tout ce qui est transactions, tout ce qui est transfert d'actifs, c'est une évidence. Le système de paiement va se mettre sur la blockchain. Deuxième exemple, les entreprises. Les entreprises. Là aussi, on va pouvoir... on commence déjà à utiliser la blockchain dans tout ce qui est traçabilité, enregistrement. Donc que ce soit dans l'origination, traçabilité des produits. Pernod Ricard trace le whisky. On est sûr d'avoir. BlackRock. Aujourd'hui, vous allez chez BlackRock. Vous pouvez chez BlackRock, chez Starbucks. Excellent.
Lapsus révélateur. Donc, on peut aller chez BlackRock, mais on peut aussi Pour aller... avoir la traçabilité de leurs fonds, peut-être. Mais c'est un petit clin d'œil à nos amis. Non, chez Starbucks, vous allez pouvoir avoir la traçabilité dans votre café où a été récolté le café, la torréfication. LVMH. LVMH a créé une crypto qui s'appelle Aura, qui permet justement d'enregistrer cette traçabilité de la création du produit. Donc on est sûr que le sac Vuitton est bien. Vuitton. Eh bien, Vuitton. Exactement. On est sûr que ça vient... Troisième exemple, on a parlé de tokenisation. La tokenisation. La tokenisation, ça permet... Alors ça paraît probablement une utilisation prochaine justement sur l'ère du private equity à mon avis, mais c'est rendre finalement accessible quelque chose qui est liquide via une digitalisation de mise à digital. Ça a été créé avec le fameux NFT, donc l'art digital à la base, et puis ça s'est de plus en plus ouvert vers notamment la tokenisation immobilière. Donc c'est une sorte de titrisation. On possède un token. C'est une forme de titrisation. Qui représente une partie de la techno. Digitale. Très bien. Voilà, digitale. Donc effectivement, demain, une mutation, enfin une révolution grâce à la blockchain de nos... Et surtout, ça peut être vraiment source de création de valeur. Nous, cette technologie... Et vous avez un fonds? On a créé un fonds... Blockchain Equity. Blockchain Innovation, qui investit dans les entreprises qui ont une matérialité d'utilisation de la blockchain, donc qui vont bénéficier, qui vont créer cette addition de croissance. Et ça performe. Et la technologie, et ça performe très très bien. Bon. Et c'est décorrélé. Ce qui est intéressant, c'est que c'est décorrélé des secteurs traditionnels de la technologie. Puisque c'est très diversifié. Je pense qu'effectivement, on n'a encore rien vu. On en parlera là encore chacun à notre niveau. Mais effectivement, merci de cette introduction sur une disruption qui est en train d'arriver. Peut-être revenir, Hubert Rodari, sur ce qu'on disait tout à l'heure avec le rapport Tibi, des institutionnels, des investisseurs de long terme, la tech. Le message de Sébastien Respillère, c'était de dire... on met tout un écosystème ensemble, tout un cercle vertueux et d'un momentum pour faire en sorte que les investisseurs privés ou institutionnels puissent investir, accompagner, développer des sociétés. Alors oui, mais il y a modulo, le passif et la réglementation et l'horizon de placement de l'institution. Alors, moi, je ne serais pas aussi, comment faire, grismine. J'étais très intéressé par ce que disait Sébastien tout à l'heure, effectivement, remettre un certain nombre de moyens en œuvre. Mais mon interrogation principale, c'est est-ce que ces initiatives qui déjà datent depuis un certain nombre d'années, qui doivent être prolongées encore dans des efforts pour faciliter l'accès à la cotation, ce qui suppose aussi éventuellement, enfin certainement un attachement à des structures de marché pour accueillir ces sociétés cotées avec des infrastructures de conservation qui soient pérennes et qui soient accessibles, comment dire, dans l'espace européen. Mais moi, mon interrogation principale, c'est de dire, est-ce qu'on ne sous-estime pas aujourd'hui la transformation qui est à l'œuvre et que toutes ces transformations dont on a parlé ne sont pas en fait des prolongations d'une situation qui est déjà un peu dépassée? Alors, je m'explique. Parce que aujourd'hui, on a vécu pendant 20 ans sur la déstructuration, on va dire, d'un espace collectif, d'institutions collectives. Et on a centré toute l'attention de nos métiers, de nos professions, sur des relations directes entre clients et puis ce qu'on va dire une espèce d'entité un peu mythique, mal définie, qui s'appelle le marché. Et dans le marché, tout un tas qui est plus une bouillabaisse qu'un espace ordonné dans lequel interviennent un certain nombre de choses. Et je crois qu'aujourd'hui, on est aux limites de l'individualisation par le produit, aussi bien de l'acte d'investissement que de la gestion, c'est-à-dire de la mise en œuvre par les particuliers d'un certain nombre d'actes, notamment l'acte d'investissement. Je crois qu'aujourd'hui, quand on mesure le poids de la perte de rentabilité,
la structuration des métiers par des réglementations de plus en plus détaillées, de plus en plus intrusives, aussi bien à l'intérieur des établissements que dans le comportement. Enfin, je dirais, aujourd'hui, il faut avoir fait presque Polytechnique pour lire des documents commerciaux et dont la mise en œuvre, la blockchain va être utilisée vraisemblablement plus pour gérer les relations entre le commercial et le client que de servir le client. Vous voyez, j'exagère un tout petit peu, mais quand on voit le montant des investissements informatiques pour gérer un réseau qui est au contact avec les particuliers, on sent qu'on atteint des limites de cette organisation. Donc aujourd'hui, et je dirais de façon très, très juste tout à l'heure, la description par Sébastien de l'environnement pour essayer d'accompagner un certain nombre d'évolutions structurelles, on se dit il manque un échelon. On a travaillé à l'élimination des échelons entre, je dirais, des impulsions données on va dire à un certain endroit, un sommet, qu'il soit d'entreprise privée ou qu'il soit public, et puis on a éradiqué tous les intermédiaires pour avoir ce dialogue direct entre ce centre et ses clients. Et aujourd'hui, je pense qu'on atteint les limites. Une transformation de nature écologique, aujourd'hui, va nécessiter une réflexion et une mise en œuvre étalée et qui doit être pas le fruit de changements de gouvernail, ce que disait tout à l'heure Sébastien, une prise en compte du long terme, ça s'appelle une planification. Voilà, planification stratégique. Aux institutionnels, comme dans les particuliers, on leur conseille de faire des allocations dites stratégiques. Il y a un moment donné où une transition, c'est pas une transition vers n'importe quoi, c'est pas un mot. C'est dire on part d'un état A et puis on va à un état B d'organisation. J'ai un secteur énergétique, je produis de l'énergie, je vais à un état B, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller et gérer l'énergie, c'est lourd. Enfin, même quand en France on était efficace pour construire des centrales nucléaires, une centrale nucléaire, ça demandait 76 mois entre l'ordre donné pour la commande d'un réacteur et la divergence du courant produit par le c'est l'immobilier, c'est l'infrastructure, c'est des décisions lourdes. C'est des décisions longues des conséquences sur 40-50 ans. qui doivent être assumées pendant un temps qui est long. Les entrepreneurs auxquels faisait allusion monsieur, ils sont habitués à se colter le réel, et le réel, il se bouge pas comme ça de façon. Et la numérisation, d'un certain point de vue, ce qu'on appelle digitalisation, c'est-à-dire la transformation d'un certain nombre de choses en chiffres, établit une espèce de masque où on utilise une autre matérialité, mais on a l'impression qu'elle est moins lourde que celle qui était figurée par le papier. Oui, mais... Voilà. Oui, mais... Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que, excuse-moi, je t'interromps, c'est qu'il y a une espèce d'illusion d'optique où quand on numérise un certain nombre de phénomènes, on ne les élimine pas. On donne une matérialité différente. Et d'ailleurs, très récemment, on vient de s'apercevoir tout d'un coup que la numérisation, ça coûtait de l'énergie électrique, des dégagements de chaleur inutiles. Ça consomme inutile, et on parle de 5-10% de la consommation énergétique d'un pays en numérisation. Et là, vous vous dites, on est en train d'essayer d'économiser le pétrole pour la production de carbone, pour des déplacements conditionnants inutiles, mais la numérisation la numérisation des 5%, par contre, la signature électronique, ça permet d'économiser de l'énergie, peut-être, au final. Non, mais ça participe justement, ça a une notion d'impact, puisque forcément... c'est vecteur d'accélération, c'est-à-dire c'est vecteur d'investissement, justement parce qu'il y a un besoin d'énergie, ça accélère la transition énergétique. Donc, c'est pas forcément négatif. Alors, il faut regarder au global. Alors, le 8 mai que je voulais faire, c'était la Teslaïsation. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il faut de la planification et il faut un commissariat au plan, mais oui, il faut aussi avoir la flexibilité de tenir compte de disruptions, de nouveautés et de nouveaux entrants et de nouveaux disrupteurs qui vont changer la chaîne de valeur. Là, je pense qu'il y a un choc du réel qu'on n'a pas pris en compte parce qu'on raisonne trop en matière économique, toutes choses étant égales par ailleurs. C'est ce que disait tout à l'heure. Une tendance démographique, aujourd'hui on analyse toutes choses étant égales par ailleurs. Et c'est ça le vrai sujet. Aujourd'hui, on ne peut pas assumer institutionnel, pouvoir public,
investisseurs privés, on peut pas assumer une transition énergétique sans une organisation D'accord. compte tenu Donc de à la l'ampleur fois, des phénomènes il faut qu'il faut gérer. identifier les thématiques de long terme et à la fois savoir identifier des chocs pétroliers, de taux, d'inflation, etc. pour pouvoir regarder l'évolution. Donc il faut du stratégique et du tactique. Exactement. Bon. Sébastien, par rapport à ces enjeux, justement, peut-être on parle de la digitalisation de nos économies, peut-être aussi continuer sur l'Europe, puisque il y a des vrais sujets, j'allais dire un peu de souveraineté aussi en finance. Donc comment, à la direction générale du Trésor, enfin, quels sont les enjeux, quelles sont les lignes directrices qui ont été tracées et qui vont arriver, notamment au niveau du secteur financier. Donc à la fois un focus secteur financier et à la fois un focus PIEC. PIEC, c'est... Les PIEC, les programmes d'intérêt européens collectifs. Donc, voilà. Bon, c'est un vaste sujet. Je vais essayer de faire bref. Nous, au Trésor, on a déjà une préoccupation qui est quand même d'assurer une certaine stabilité financière. On n'a pas trop mal réussi en France. Après, ailleurs, on peut avoir quelques vagues qui nous mouillent. Toujours est-il que quand on a un secteur financier qui se fait disrupter, et il est en train de se faire disrupter, ça commence par les paiements notamment, mais on voit bien que ça peut aller sur d'autres sujets assez vite, ça pose la question de la capacité de maîtrise des risques. Je prends un exemple, le cloud. Et maintenant, toutes les banques, les exchanges, on a vu CME s'allier à Google pour le cloud, pour les données de compensation. Cloud, c'est un third-party provider, sous-traitant, mais qui est plus gros. Donc, c'est pas vraiment un sous-traitant. C'est pas régulé. Alors, c'est pas une banque, mais enfin, ça a des datas. Donc ça pose cette question-là. On essaie d'y répondre au niveau européen, une première réponse qui est le règlement dit DORA pour la cyber-résilience et aussi avoir une capacité de bien comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'est un premier aspect qui est vraiment aussi, ça va disrupter la réglementation, honnêtement, du secteur financier. Sur les 5 à 10 ans, moi, c'est ma conviction. Et il faut qu'on soit agile et apte à le faire. Le deuxième aspect qui est souveraineté technologique, en tout cas ne pas dépendre de manière critique d'acteurs autres qui peuvent, pour des raisons X ou Y qui leur appartiennent, ne pas satisfaire des besoins qu'on ressentirait vivement, notamment à des moments importants et cruciaux. Donc, si on l'a défini ainsi, ça veut dire pas produire tout sur notre territoire ou autre, pas nécessairement, mais on voit bien qu'on ne peut pas non plus dépendre totalement de tout acteur étranger, où on localiserait toutes les datas avec une capacité de ces acteurs de les utiliser pour, justement, faire des mesures de rétorsion ou autre, j'en sais rien, mais on a cet aspect un peu stratégique. Plus prosaïquement, on dit l'Europe, on est les champions de la transition climatique 2050. On voit bien que c'est pas avec le charbon et le gaz qu'on va y arriver. Le nucléaire, c'est important en France. Il y a d'autres États membres au sein de l'Union européenne qui ne l'aiment pas. Il va bien falloir trouver quelque chose. Parce qu'on peut planter des éoliennes dans la Baltique, mais là, il faudra que l'Allemagne se pose la question du transport maritime, parce que ça risque d'être un peu compliqué. Enfin voilà, c'est des débats cruciaux, fondamentaux, par rapport à des objectifs politiques qui ont été mis sur la table et érigés en priorité. Si ça nécessite beaucoup d'argent, il faut les mettre. C'est là où peuvent intervenir les PIEC, ces fameux PIEC, c'est au niveau européen, et je pense que c'est un changement récent, mais absolument fondamental, poussé par la France et l'Allemagne notamment, de la pensée de la DG Comp, donc en matière de antitrust, concurrence au niveau européen. Qui est de dire, il y a quand même des programmes sur lesquels il est possible que des États membres mettent beaucoup d'argent public sur la table, sur des choses qui sont naissantes, d'intérêt général,
et possiblement tout à fait structurante pour des décennies. Donc c'est par groupe, c'est par opportunité. On peut avoir Donc, 3 pays, il faut définir un plan. 7 pays. Voilà, il faut définir un plan, il faut obtenir l'accord de la Commission européenne, il faut dire que c'est pour la santé, il faut dire que c'est pour les batteries, que c'est les semi-conducteurs, La etc. blockchain. Il faut avoir un groupe de pays, mais là, il n'y a pas de règles. Et donc, c'est parfois plus facile de faire en petit nombre que de chercher à absolument avoir les 27. C'est une facilité. Et puis, une capacité à mettre des gros montants. Une nouvelle coalition en Allemagne, ça aide aussi? J'ai l'impression qu'il y a l'Allemagne, c'était Peter Altmaier qui était de CDU, qui a quand même beaucoup promu ça avec le ministre Bruno Le Maire. Quand on regarde l'accord de coalition allemand, on a l'impression qu'il y a une certaine stabilité de la pensée en la matière, puisque en tout cas là ils viennent d'annoncer de débloquer 60 milliards pour des investissements dans l'avenir. J'imagine que c'est pas pour investir dans le charbon, enfin j'espère. Donc c'est 30 milliards en 2030 et eux c'est 60 milliards en 2060. Enfin en tout cas il y a un alignement. On essaiera de faire 2030 milliards, mais on n'y est pas encore. Non, mais donc on voit qu'il y a une prise de conscience au niveau européen et aussi au niveau des institutions européennes. Donc ça, c'est fondamental. Peut-être un tout petit dernier point par rapport à ce que disait Anne-Laure sur la blockchain. C'est très intéressant et je pense que c'est un exemple où on peut marier privé-public. Nous, on a toujours été convaincus, avant même que blockchain commence à devenir un mot connu, que ça avait un potentiel de disruption absolument majeur, et notamment pour le secteur financier en termes de diminution des coûts pour les acteurs, mais aussi de diminution des risques pour la stabilité financière. Puisque si ça permet de l'instantané, on n'a plus le risque de contrepartie, si je schématise. Franchement, ce qu'on voit dans les paiements aujourd'hui, c'est l'aube pour moi. Alors, on parle de l'euro digital. C'est encore le Moyen-Âge, c'est le début. Mais ouais, ma conviction depuis le début, et je suis très heureux que la Banque de France mène des expérimentations dans le domaine, c'est que dans la blockchain, ça vous sécurise la transaction, l'échange de titres. C'est un registre. Pensez à une action. C'est un titre de propriété, une action. Donc il faut bien, quelque part, avoir un acte notarié disant qui est le propriétaire. La blockchain permet de faire ça. Mais si vous faites un échange de titres, vous avez un échange financier. C'est pas gratuit, une action. Un titre et du cash. Voilà, donc il faut du cash. Donc il faut une patte cash à la blockchain. Pas de cash. Sur la blockchain, soit vous le faites avec de l'argent banque commerciale, ce que certains font aujourd'hui, etc. Mais enfin, l'idéal, si vous voulez que ce soit parfaitement sécurisé, c'est de la monnaie banque centrale. Et la monnaie banque centrale, elle est digitale. Bon, ça existe de longue date, de la monnaie banque centrale digitale. Mais mise sur blockchain, pour des transactions, quelque part, est-ce que c'est pas le Graal de la stabilité financière? J'en sais rien. Mais ça ouvre des perspectives où, si on y repense 10 ans en arrière, on était encore avec les faux monnayeurs. Voilà, donc ça progresse à une vitesse phénoménale. Donc on y reviendra, Hubert. Oui, un petit bout. Non, mais ce dernier point sur la monnaie digitale banque centrale, moi, est un des phénomènes essentiels et qui peut amener une véritable disruption. Ça, on partage complètement l'analyse de Sébastien. Et à l'E2I, nous avons justement travaillé ce sujet avec un groupe de travail pendant 1 an sur cette monnaie digitale banque centrale. Effectivement, le potentiel d'avoir une monnaie qui est équivalente au cash, c'est-à-dire qui est créée uniquement par la banque centrale et qui circule avec un niveau de sécurité, offre des perspectives importantes. Mais là, effectivement, c'est l'ensemble de la mission générale des banques, qui est aujourd'hui centrale parce que c'est eux qui ont créé pendant 40 ans la monnaie, qui subira une disruption majeure qu'ils n'ont pas connue depuis les débuts des années 70 qui a dirigé ce système. Avant que ce soit accaparé par Facebook et Google, c'est sûr. Non, ça, les autres monnaies, je dirais, alternatives, c'est un autre sujet. Ouais, c'est un autre sujet. Arnaud, on poursuit sur justement cette perspective de disruption ou de changement du métier, mais peut-être réinsister sur un métier, donc le conseiller financier augmenté, de voir justement l'importance du digital dans les métiers de conseil et à la fois cette importance aussi de l'humain dans les métiers de conseil. Oui, c'est vrai qu'on nous pose souvent la question qui est dans quelle mesure vous pensez que le métier de conseil en investissement, lui aussi, peut se faire disrupter. Donc, alors, il n'est pas impossible, et d'ailleurs je pense que ça a commencé, que
effectivement, on voit des nouveaux acteurs qui émergent et qui donnent un conseil direct à des investisseurs privés amène d'abord des solutions d'investissement, c'est un moyen d'aller investir en titres vifs, en actions, etc., donc de manière beaucoup plus directe, et aller même un petit peu plus loin en proposant des solutions de construction de portefeuille, d'allocation d'actifs basées généralement sur des algorithmes, parce qu'il faut effectivement pouvoir traiter un grand nombre de clients et pouvoir rendre tout ce système efficace. Donc ça, je pense que c'est un risque, effectivement, peut-être pour certaines banques, en particulier de réseaux en France, qui risquent de perdre une partie de leurs clients qui vont effectivement se diriger directement vers ces acteurs-là. Il y a aussi toute une partie d'investisseurs privés, de nouveau, qui, nous on le pense, restent très demandeuse de conseils, mais peut-être de conseils davantage spécialisés. Et là, pour ces gens-là, qui sont davantage ceux qui sont couverts par les structures de type multifamily office ou l'ensemble de conseils en gestion de patrimoine ou de banques privées haut de gamme, le digital, c'est plutôt une opportunité qu'autre chose. C'est-à-dire que ça nous aide à améliorer le service et le conseil qu'on peut donner à nos clients. Et finalement, Cantalis, c'est un très bon exemple de ça. C'est-à-dire que c'est un outil que des gens comme nous utilisons pour améliorer le conseil en analyse de fonds, en construction de portefeuille, en analyse de risque, etc. Donc, la digitalisation, pour nous, c'est clairement une opportunité. On s'adresse à des investisseurs qui ont des problématiques qui sont complexes, qui ont besoin d'être accompagnés, et c'est pas juste d'avoir un humain, d'avoir une personne en face d'eux, c'est de pouvoir réfléchir à plusieurs. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle est importante, l'intelligence naturelle, elle est également importante, il me semble. Donc quand vous avez un sujet fiscal, juridique, complexe, vous allez voir un avocat, un fiscaliste. Pareil, quand vous avez un problème de santé, quand vous souhaitez investir et traiter des problématiques complexes, je pense qu'on continuera d'avoir besoin de spécialistes de ces sujets-là, mais qui de nouveau fourniront un meilleur conseil grâce aux nouveaux outils digitaux et d'ailleurs se simplifieront aussi la vie après dans la communication avec leurs investisseurs. Tu as parlé rapidement en introduction de la signature électronique, de la possibilité d'ouvrir des contrats d'assurance vie luxembourgeois ou français de manière électronique, de faire des arbitrages, etc. Tout ça, ça nous simplifie les vies en fait. Donc l'outil Cantalis te permet de gagner du temps, bien sûr, des frais, enfin voilà, donc toutes les optimisations qu'on vient d'évoquer, j'allais dire le robot, les avantages du robot, du conseil augmenté, pour dégager de gagner du temps et d'avoir une meilleure information. C'est la valeur. Idéalement, ce qu'on cherche vraiment, c'est la valeur ajoutée du. Voilà, la valeur ajoutée de l'analyse. Bien sûr. Produire des analyses à forte valeur ajoutée qui sont tangibles pour tes clients, pour pouvoir passer du temps avec les clients en fait, leurs besoins et les solutions des clients. Un peu comme le médecin. On imagine un médecin sans outils digitaux pour faire des analyses, etc. Oui, je crois que c'est exactement ça. Pour toi, c'est indissociable. Oui, tout à fait. Un médecin qui opère sera toujours ravi d'avoir une nouvelle technologie qui va l'aider à être plus efficace dans la pratique de son métier. Et c'est exactement comme ça qu'on perçoit les outils digitaux de type Cantalis. Et la disruption, pour toi, elle est plutôt du côté du mass market, en disant si vous faites du micro-saving sur un livret A demain, le robot va être beaucoup plus fort que le réseau, j'allais dire. Et c'est peut-être là qu'il y a une disruption. Pour effectivement des problématiques d'investissement qui seraient un petit peu plus simples. C'est ça. Et là, c'est vrai aussi que ces nouveaux acteurs amènent des solutions qui sont aussi moins chères, avec généralement davantage de transparence de frais. Avec un petit bémol qui est que l'investissement, ça nécessite quand même de prendre un risque et il faut s'assurer que l'investisseur comprend bien le risque qu'il est en train de prendre. Alors, digitalisation chez Generali Luxembourg, on sort de l'approche plus standard, on est plus dans la partie dédiée, front, enfin c'est des solutions digitales qui sont plus complexes, mais peut-être avant, Paul, nous rappeler, enfin donner ton point de vue justement sur cette approche, et puis rejoindre un peu ce que disait Sébastien Respierre en disant j'ai l'impression qu'on n'est qu'au début de ce mouvement, on n'est qu'à l'aube.
Moi, je partage tout à fait le constat de Sébastien et d'Arnaud sur avant d'être assureur vie, j'étais assureur tout court, et c'est vrai que lorsqu'on regarde l'évolution du digital dans notamment ce qu'on appelle la non-vie, l'IARD, on s'aperçoit que le digital est bien implémenté depuis déjà quelques années. Et si on se place au niveau mondial, il y a des assureurs chinois comme par exemple Ping An, qui dans la gestion des sinistres a déjà complètement intégré le digital. Pour donner un exemple très concret, on a un accident de voiture, on prend une photo de la tôle froissée, et avant même d'arriver chez le garagiste pour faire réparer, on a déjà reçu les fonds sur son compte. Donc tout ça simplement en envoyant une photo des dégâts. Donc cette digitalisation, elle est déjà très très avancée dans un certain nombre de secteurs, de l'assurance notamment en non-vie. Elle est aussi bien implémentée dans l'assurance vie depuis une dizaine d'années, mais sur les segments qui sont plutôt les segments qu'on appelle retail, où là en effet on est plus à la recherche d'économies de coûts, et puis d'une approche do it yourself, où on propose à la personne d'avoir accès finalement à des outils H24 et de faire lui-même en fait les opérations d'arbitrage, de bénéficier d'une gestion pilotée avec donc l'application de grilles qui sont envoyées à intervalles réguliers, etc. Nous, c'est vrai que chez Generali Luxembourg, on n'est pas du tout sur cette clientèle. Et donc, je rejoins totalement Arnaud, on est sur ce qu'on appelle vulgairement une approche digitale. C'est-à-dire que le parcours de souscription digitale que nous avons construit avec Cantalis, il nous permet de répondre parfaitement aux besoins de nos partenaires, qui sont des banques privées, des family office et des conseillers de patrimoine, qui sont à la recherche d'un outil qui leur permet de gagner du temps sur des opérations chronophages, administrative, et non pas pour ne plus voir le client, bien au contraire, pour pouvoir passer plus de temps avec lui sur justement du conseil à valeur ajoutée, sur de la mise en relation avec des experts, des fiscalistes, travailler une planification successorale, faire intervenir un notaire, enfin voilà, tout un tas de parties avec des expertises variées, et l'outil aujourd'hui, c'est un outil qui est absolument totalement abouti et qui est adapté à une assurance vie beaucoup plus complexe et beaucoup plus sur mesure qu'est l'assurance vie luxembourgeoise. Et demain, l'intégration dans l'outil de la blockchain. Alors absolument, la blockchain. C'est vrai que très souvent, on le fait plus trop maintenant, et bien heureusement, on confondait un peu les crypto-monnaies et la technologie blockchain. La blockchain, je suis totalement d'accord avec mes camarades, c'est une révolution absolument énorme, et qu'on est tout au début. Chez Generali, nous, on a fait le choix, par exemple, d'investir dans une plateforme qui s'appelle Easiness, qui permet justement, grâce à la technologie blockchain, d'effectuer en fait des achats d'OPC et la tenue d'un registre, pour faire finalement un lien direct sans transfer agent entre l'asset owner et l'asset manager. Donc ça, c'est une petite révolution. On en est qu'au début, mais c'est clair que ça va continuer. Je serais évidemment beaucoup plus réservé sur les crypto-monnaies en tant qu'assureur et en tant que je dirais en accordant une importance très importante à la lutte anti-blanchiment. Nous, assureurs vie, on est un peu plus prudent sur le côté des crypto-monnaies. Mais effectivement, donc une technologie Cantalis, c'est plus une française, plus une technologie Easiness française. Donc Sébastien boit du petit lait et voit l'effet momentum, le développement, et peut-être que les datas sont stockées chez OVH et on est bon. Je reviens pour conclure sur ce que tu disais par rapport à l'IARD. Je pense que c'est important de rappeler ça parce que on oublie souvent, et donc ton expérience aussi sur le côté IARD, je lisais dans un article que 30% des activités aujourd'hui assurance IARD sont digitalisées. J'ai noté RPA. Alors oui, intelligence artificielle. Alors RPA, ça veut dire automatisation, robotiser des process, ouais, c'est ça. Génération d'alertes, vérification des dates d'expiration des contrats, profiling des clients, collecte des données de différents supports et de formats, donc ça rejoint un peu la blockchain, etc.
tout ça en IARD, c'est un standard. C'est déjà intégré, voilà. Oui, c'est déjà intégré chez la plupart des grands assureurs. En fait, le RPA, concrètement, ce que c'est la mise en place de robots qui vont remplacer des humains sur des tâches répétitives qui sont nombreuses, font un certain volume pour le faire. Et c'est vrai qu'en IARD, notamment en particulier dans le traitement des workflows qui sont liés finalement à répondre à des demandes de masse liées à de la gestion de sinistres, le RPA est déjà pleinement actif. En fait, le RPA, c'est la nouvelle révolution industrielle. Hein. Il faut pas y voir autre chose. Et donc, petit à petit, ça va permettre de remplacer un certain nombre de postes à faible valeur ajoutée pour pouvoir permettre de faire des montées en compétences et aller sur des sujets qui sont probablement plus intéressants et plus épanouissants aussi. Très bien. Écoutez, merci pour ce tour d'horizon à la fois des thématiques, sources d'innovation, donner du sens, révolution industrielle, et puis de parler à travers les innovations de ce qu'on fait concrètement au sein du secteur financier. Et je pense qu'effectivement, on n'a encore rien vu. On en est conscient chez Harvest Cantalis. Il y a 250 développeurs IT dans le groupe sur les 400 personnes. Donc vous imaginez bien que tout ce qui est deep tech, on y travaille. Et donc, en tout cas, on sera à vos côtés et pour justement suivre et intégrer ces innovations dans vos processus. En tout cas, merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Je pense qu'on peut les applaudir. Et